bien voilà, on va continuer. Oui, voilà, on est mieux comme ça. Voilà. Bon, merci Guillaume pour la dernière question qui nous a lancé. Merci Laure pour cette discussion. On va poursuivre voilà, sans transition sur cet enjeu de l'engagement. Et cette fois-ci, on va s'interroger un peu plus sur, non pas en tant qu'individu, mais je crois qu'on va y revenir parce qu'on peut difficilement distinguer l'individu de l'institution, mais on va aussi s'interroger, puisqu'ici on est tous responsables de structures, donc des CCSTI, mais aussi des muséums et d'autres types d'établissements et de structures. Et donc on va s'interroger sur cette question de l'engagement et de la neutralité aussi en tant qu'institution et pas simplement au niveau individuel. Donc tu l'as dit, effectivement, le changement climatique, mais aussi la mésinformation, l'ère de la post-vérité, c'est des choses qui nous atteignent vraiment très directement dans toutes nos activités, dans nos métiers, puisque les sciences et les techniques sont aussi des éléments qui permettent d'analyser, de comprendre, d'apporter aussi des solutions. Et quand je dis les sciences, c'est y compris les sciences sociales. Hein, on vient d'en parler, et c'est aussi un élément qu'on va évoquer tous ensemble. Et ces sciences et ces techniques, elles permettent aussi de passer à l'action, et c'est intéressant parce que justement c'est une des grandes thématiques qu'on va aborder, et l'action comme notre principale modalité, et Guillaume l'a rappelé aussi à travers d'autres racines historiques que celles de l'écologie, mais qui sont notamment celles de l'éducation populaire. Alors pour nous, en tant que responsables d'institutions de culture scientifique, on va s'interroger sur cette table ronde sur jusqu'à quel point on peut s'engager, jusqu'à quel point aussi on peut rester neutre, hein, face à tout ce qui arrive. Et puis évidemment, qu'est-ce que ça veut dire être neutre, hein, est-ce que c'est synonyme de non impliqué, ou est-ce que c'est synonyme de objectif ou de juste, comme tu l'as dit Laure. Et puis on va aussi s'interroger sur l'engagement, hein, qu'est-ce que c'est qu'un engagement pour une institution. Je rappelle que la plupart d'entre nous sommes subventionnés par la puissance publique, et donc qu'est-ce que ça veut dire un engagement à ce titre-là. Alors pour en discuter, on a 3 invités autour de nous. Je vais démarrer, alors c'est très mal poli, mais c'est l'égalité, hein, mesdames, donc par Philippe Guillet, qui est directeur du Muséum de Nantes. Voilà, donc Philippe, tu vas nous parler de ton projet de transformer ton muséum en musée engagé et engageant. J'ai pris des notes, alors c'est dur à lire, mais voilà, dans la préparation. Ensuite, on va discuter aussi avec Hélène Binet, qui est directrice de la communication de Make Sense, membre du comité éditorial de la Gaieté Lyrique également, et tu nous diras comment passer à l'action peut être un remède à l'éco-anxiété. On a déjà eu quelques éléments. Et puis Virginie Tournay, donc toi tu es politologue, chercheuse au CNRS à Sciences Po Paris, membre du comité scientifique du Haut Conseil aux biotechnologies et du conseil scientifique de l'OPEX, donc politologue et proche du monde politique, et tu vas nous expliquer pourquoi le rapport au savoir scientifique doit rester neutre de ton point de vue. Je rappelle aussi que tu viens de publier aux éditions de l'Aube « Le vivant est-il gouvernable ?» Donc une grande question, et moi j'aurais envie de dire, faut-il gouverner le vivant? Voilà. On pourra peut-être en discuter. Voilà, donc on a 2 micros pour 4, donc on va se le répartir. Je propose qu'on démarre par un petit tour de table pour chacun, que vous nous disiez un petit peu d'où vous parlez, comment vous voyez comment vous apportez concrètement des réponses à cette question de l'engagement dans votre métier, dans votre pratique professionnelle, et puis ensuite on aura un échange entre nous et puis avec vous tous et toutes, bien évidemment. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je vais prendre la question de la marche du temps profond. Et en fait, le projet du muséum repose entièrement sur cette question de la marche du temps profond. C'est vraiment dans la préparation, on part de tout début de l'univers et on va dérouler à travers tout ce qu'on peut présenter par le merveilleux, justement, hein, par des choses assez merveilleuses, des choses assez belles, et on va arriver comme ça à l'Anthropocène, bien sûr, où tout s'est accéléré. Donc il y a cette question du rapport, du temps long, du temps court, et vraiment de cette prise en compte de cette marche, et de comprendre qu'effectivement l'homme est une espèce parmi les autres jusqu'à peu, hein, jusqu'à cet Anthropocène. On ne sait pas encore très bien la définir, mais on voit bien qu'on est quand même très très récent par rapport à toute cette histoire de la Terre. Et justement, c'est les quelques temps qui nous restent. Il y avait une deuxième chose aussi, c'était le pas de côté. Alors moi, je suis à Nantes. On a une très belle statue qui est l'éloge du pas de côté, et qui est bien, et qui est
Ah ben oui, hein, ben oui. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui nous imprègne et qui nous imprègne très fortement dans tout ce qu'on fait. Nous, en tout cas, le milieu culturel à Nantes, hein, les loges du pas de côté, on a ça toujours en tête et c'est vraiment important aussi de l'avoir. Maillage un territoire, donc il y a comme ça des résonances qui m'ont donné, sans pour autant, effectivement, partir dans, je sais pas, moi, Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Non, pas du tout. Hein, on reste à Nantes et on travaille à Nantes. On pourra parler plus longtemps après, je pense, c'est ça, c'est ce que tu veux faire. Oui, exactement, oui. Tu peux non, mais juste le projet du muséum, peut-être nous en parler un peu en détail. Parce que, oui, voilà, en détail. En fait, moi je le connais, tu me l'as raconté, mais je ne sais pas si tout le monde est au courant. Et du coup, c'est très intéressant par rapport à cette question de l'engagement, puisque ça a été au cœur de ta réflexion quand même. Oui. Voilà. Militant, non, justement. Engagé, engageant. Alors, engagé, engageant, mais ça, c'est une formule qu'on avait utilisée à l'AMSTI il y a déjà quelques années, hein, je crois, il y a déjà 3-4 ans, je ne vois pas trop le temps passer. L'idée, bien sûr, c'est d'un muséum qui s'est, pour certains le connaissent, hein, avec ses belles galeries à l'ancienne, qu'il faut d'ailleurs conserver, hein, puisque c'est le merveilleux qui est là, c'est le beau, c'est le sensible. Et puis, mais sans relier, sans que les salles, sans que les éléments d'exposition soient reliés les uns aux autres par un discours et tout. Or, je pense que on a tous passé par cette période de déprime, de moments. Effectivement, quand on est au cœur comme ça, nous, dans les muséums, de cette perte de la biodiversité, cet effondrement de la biodiversité, de ces questions de climat, on est vraiment sensibilisé déjà depuis longtemps, enfin, depuis 40 ans. Enfin, moi qui ai en plus eu un passé nantais avant et un passé militant, je vois bien un peu les choses. Donc, il y a 40 ans, comment les choses étaient là déjà. Mais ce projet aussi donne un sens à la fois personnel, hein, et à la fois pour tout le monde, dans le sens où, justement, pour participer à l'ensemble de ceux qui vont nous visiter, de pouvoir appréhender cette question du temps long, hein, je vous le disais à l'instant, du temps de la vie sur Terre, 3008, ces grandes périodes où la vie d'ailleurs a failli disparaître et ensuite est remise en route en quelque sorte, hein, et puis d'autres périodes. Donc c'est vraiment cette idée d'aller jusqu'à ce moment pour poser les questions de ce que la science peut nous dire, a à dire. Et je pense que ça, c'est très important, en tout cas, dans le discours que l'on tient et que l'on va tenir au musée, c'est le sens de la science, de ce que la science a à nous dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des endroits, des moments de débat, je pense comme par exemple l'Agora des sciences, hein, qui est un élément qui ressemble un peu à ton 4e, j'arrive jamais à me retenir ton nom, je sais pas pourquoi, mais j'y arrive pas. Bon, à ton 4e étage, en tout cas, au musée d'Orléans, où on parle de ces questions, je vois, Julie, que c'est pareil, hein, à Lille, on est d'ailleurs les muséums d'une manière générale dans ces réflexions, hein, complètement, hein, et en tout cas dans l'idée de pouvoir associer de plus en plus justement les visiteurs ou même les simples passants, parce que l'Agora des sciences que l'on est en train de penser, de concevoir, va se faire au rez-de-chaussée sans forcément qu'il y ait un billet d'entrée pour voir. Donc c'est un lieu de débat, un lieu d'échange avec les scientifiques du coin. C'est aussi un lieu d'échange avec les associations locales. Et c'est aussi important d'avoir ces moments, ces temps d'échange, dans le sens de nourrir un peu les esprits. Donc c'est ça le sens pour moi de l'engagement. En tout cas, c'est de donner les moyens aux uns et aux autres de pouvoir s'engager avec peut-être des petites choses ou des choses plus grandes. Voilà. Tu nous diras après aussi les collaborations avec les associations, avec le monde militant justement que vous développez déjà et peut-être que vous allez développer encore plus à l'occasion de ce projet. Hélène, on va parler de Make Sense. Je ne sais pas si tout le monde connaît dans la salle ce qu'est Make Sense. Peut-être tu peux nous rappeler en quelques mots. Et puis comment vous travaillez justement sur cet engagement des jeunes en particulier. Quels sont les ressorts sur lesquels que vous faites jouer, que vous mettez en action pour cet engagement? Alors j'ai vu des mots quand on a dit Make Sense, donc tout le monde ne connaît pas. Donc je vous raconte. Donc Make Sense, c'est une association qui a été créée il y a 12 ans et qui a été créée au départ par des étudiants en fin d'études qui étaient surtout issus d'écoles de commerce
et qui se sont dit, en fait, nous, on a acquis plein de compétences, mais on n'a pas envie de les mettre à profit de sociétés, d'entreprises classiques, mais on a plutôt envie d'aider l'entrepreneuriat social. Donc c'était au départ le point d'entrée de Make Sense, de dire on va créer des formats d'intelligence collective pour aider les entrepreneurs sociaux à faire émerger leurs solutions. Donc voilà, c'est né comme ça s'est développé par plein de branches parce que c'est un projet très entrepreneurial. Et donc aujourd'hui, en gros, Make Sense, notre motto, c'est vraiment de redonner le pouvoir d'agir. Donc moi, j'étais là pendant l'intervention de Laure, et donc je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'elle a dit, et nous c'est vraiment ça qu'on va essayer de mettre en œuvre, et donc en fait d'aider tout un chacun et un chacune à reprendre le pouvoir sur son existence. Alors c'est très présomptueux, mais c'est de lever un peu tous les freins de l'action et de faire en sorte que l'on puisse comprendre les enjeux environnementaux et sociaux, qu'on puisse définir des actions à mettre en œuvre, qu'on puisse trouver un collectif pour le faire, et puis ensuite qu'on puisse le faire. Et tout ça en fait se nourrit. Et donc on travaille avec 3 types de publics, aussi bien des entrepreneurs, donc on a un incubateur, des fonds d'investissement, donc pour fabriquer de la solution, et on n'est pas dans le technosolutionnisme, mais vraiment de la solution bonne pour les communs, pour la société. Voilà, donc on accompagne plein de boîtes chaque année. On accompagne aussi les salariés pour reprendre le contrôle et détourner un peu l'avion de l'intérieur, donc reprendre le contrôle sur leur travail et voir comment ils peuvent s'organiser en collectif pour faire changer leur boîte. Et puis, on travaille aussi beaucoup avec les jeunes, avec des programmes de mobilisation citoyenne pour qu'ils se mettent en mouvement sur ces questions-là. On a récemment intégré la Gaîté Lyrique. Donc la Gaîté Lyrique, je ne sais pas si tout le monde connaît, donc peut-être plus que Make Sense dans ce milieu-là. Mais en gros, établissement culturel de la mairie de Paris, concession de service public pour 5 ans, et donc tous les 5 ans, elle est remise en jeu. Et donc, nous, il y a un acteur qui s'appelle Artifarty, qui est un gros acteur culturel du côté de Lyon, qui fait notamment les nuits sonores, qui s'est dit, on va faire un collectif et on va proposer un projet qui s'appelle La Fabrique de l'époque. Donc, on est 5 structures dans ce projet-là. Donc, on a Actes Sud, Arte, Artifarty, Make Sense et Singa qui fait l'accompagnement de personnes réfugiées. Et l'idée, c'est un lieu entre création et engagement. Donc, on est vraiment au cœur de cette rencontre-là. Donc, comment est-ce que, en fait, ça s'appelle la Fabrique de l'époque, comment, en faisant se rencontrer des personnes du monde de la culture, de la création et des structures plus engagées, comment est-ce qu'on va réussir à se nourrir les uns des autres pour avoir des messages qui vont être plus accessibles aux personnes qui ne seraient pas sensibilisées aux questions écologiques, et comment est-ce qu'on peut mettre de l'écologie dans les pratiques culturelles. Donc par exemple, pour vous donner on a toute une programmation tout le temps, c'est un lieu qui est très ouvert, et ce soir par exemple, on a une conférence qui s'appelle Décroissance, rap et sobriété. Et donc, on va faire vraiment le lien entre la culture rap et la sobriété et la représentation de l'écologie, etc. Donc, on essaie de mixer comme ça des pratiques qui semblent peut-être un peu éloignées. Mais l'idée, c'est de fabriquer ensemble une espèce d'ovni. Et bon, ça fait 1 an qu'on est là et il se passe des choses plutôt assez chouettes et magiques pour le moment. Par rapport à votre public, par rapport aux jeunes en particulier, vous jouez sur quoi pour l'engagement ? Puisque on évoquait ça, la question de l'engagement. Certains pensent que ça peut être un engagement à vie, un engagement militant. Il faut s'inscrire à une association, ou alors il y a d'autres pratiques d'engagement. Vous avez identifié en fait d'autres leviers. Oui, donc nous on s'adresse aux jeunes, en gros 18-30 ans. Qui est une période de la vie en fait où on est extrêmement velléitaire. En fait, on change, on est en stage, puis on part en Erasmus, puis voilà. Donc on essaye nous de répondre à ce moment de la vie où en fait on a envie de s'engager, mais on n'a pas envie de prendre une carte et de s'engager pour 10 ans. Donc en fait, les programmes que l'on a, c'est des programmes très à la carte qui peuvent être courts. Ça peut être des actions de 2 heures, ça peut être des actions de 1 journée, des actions de 15 jours, et c'est une espèce d'initiation en fait au bénévolat. Donc en fait, on a des programmes par exemple sur le climat, des programmes sur les solidarités. Et en fait, quand on va mettre ces personnes-là en groupe, à peu près de 15 personnes, parce qu'on croit vraiment au pouvoir du collectif, on va leur donner des actions à mener chaque jour. Le soir, ils vont pouvoir discuter, tiens, est-ce que tu as pu faire ça, est-ce que ça a marché, etc. Et surtout, on les met en lien directement avec les associations. Donc, si je suis sur un programme solidarité, par exemple, on va savoir que le jeudi, je peux faire une maraude avec tel et tel asso qui se retrouve dans ma ville, dans ma région. Et donc, je mets tout de suite les mains dans le cambouis. On veut vraiment qu'ils puissent vivre cette expérience-là. Et puis après, ils vont se dire, moi, ce qui vraiment me touche le plus, c'est le plastique, par exemple. Donc, je connais tel asso qui travaille là-dessus et je vais m'engager plus durablement. Donc, c'est cette espèce de
un peu d'apéro, on va picorer un petit peu de tout, et nous on n'est pas du tout jugeants, enfin au contraire, enfin les gens viennent là et s'ils font juste 2 heures avec nous, mais qu'ensuite ils s'engagent en 3 ans, c'est ok. Et puis on est vraiment sur un côté très joyeux, très encourageant de la chose. Il y a l'autre jour, on intervient aussi, on forme en fait les associations dans les quartiers populaires pour qu'elles puissent parler de climat. Et il y a un jeune donc, qui a suivi cette formation et il a dit, qui résume exactement ce que l'on est. Il dit au début c'est gênant, mais après ça va. C'est un peu ça, Make Sense. C'est qu'au début c'est gênant parce qu'on est ok, pourquoi ces gens sont si enjoués, ça a l'air trop sympa. Et en fait, finalement ça fait du bien d'être dans cette espèce d'énergie positive. Et puis c'est quand même plus agréable que d'être avec des gens qui font la tête, quoi. Voilà. Oui, c'est la joie en fait. C'est la joie, voilà. Mais nous c'est un critère, parce qu'on forme en fait les gens qui vont accompagner ces jeunes. Ça s'appelle des gangsters, les gangsters du bien. Ils sont formés. Donc on recrute des promotions, qu'on a une promotion de 500 là qui arrive maintenant. On les forme pour que eux puissent organiser ces événements-là. Et donc ils sont formés à la communication non violente, à l'inclusivité, à quelque chose de joyeux, l'encouragement, etc. quoi. En fait, vous êtes une sorte de plateforme qui mettait en contact des associations qui cherchent des bénévoles ou qui ont besoin d'avoir des gens et des jeunes qui veulent s'engager. On peut aussi dire c'est ça. Et il y a aussi des actions en propre que nous, on va pouvoir... Il y a des associations qui vont nous dire, nous, on a besoin de ça, mais passez pas par nous, quoi. Par contre, faites ce genre d'action, quoi. Bon, on reviendra sur Make Sense juste après. Virginie Tournay, qu'est-ce que la politiste a à nous dire justement sur l'engagement? Alors d'un point de vue encore une fois institutionnel, c'est-à-dire qu'en tant qu'association, centre de culture scientifique, muséum, comment toi tu analyses notre situation face à comme on vient de le dire depuis le début de l'après-midi, dans un contexte qui est de plus en plus angoissant, et on reviendra sur la question des émotions aussi après. Comment nous on peut continuer à faire notre travail et jusqu'où on peut aller, rester neutre ou s'engager. Cassé. Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, je vais intervenir, comme tu l'as dit, non pas en tant que professionnel de la médiation scientifique, ce que je ne suis pas, mais vraiment en tant que chercheur confronté à la médiation de mes objets de recherche. Alors comme ça a été dit, donc je travaille sur les politiques du vivant, donc tout ce En fait, je traite d'un bestiaire d'objets assez controversés, tout ce qui touche les controverses autour du début, de la fin de vie, les cellules souches, les OGM. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment de partager avec vous un regard sur la façon dont je perçois et je ressens, sur un plan institutionnel, les défis de la médiation scientifique. Alors c'est vrai que le thème de la table ronde, qui est celui de la neutralité, ça m'apparaît, c'est quelque chose de vraiment fondamental, parce que en arrière-plan, ce qui est en jeu, c'est vraiment le périmètre institutionnel de la médiation scientifique. C'est-à-dire qu'est-ce qui distingue les structures de CSTI du reste des institutions qui participent aux relations sciences-société. Donc voilà, selon la façon dont on pose notre engagement, on se positionne par rapport aux autres associations. Aussi, l'agenda des CSTI. Est-ce que certaines préoccupations sociales doivent être traitées prioritairement, ou est-ce qu'on considère que, on fait de la culture scientifique, donc nous sommes libres et on n'a pas à prioriser en fait nos thèmes d'intérêt par rapport à un agenda d'urgence quel qu'il soit. Et puis aussi, quelle forme doivent prendre les pratiques de médiation scientifique dans la société? Ça interroge effectivement la forme et le type d'interaction avec différents publics. Donc en fait, ça revient à débattre de la place différenciée que les structures de CSTI occupent aujourd'hui et auront à occuper demain dans toute la nébuleuse des institutions qui participent aux relations sciences-société. Donc c'est un thème qui est vraiment, je dirais, central et qui est un thème de prospective, la neutralité. Donc pour moi, en fait, il y a deux niveaux de discussion. Le premier niveau, c'est déjà qu'est-ce qu'on met derrière le thème de neutralité. Qu'est-ce qu'on met derrière le thème de neutralité quand il est appliqué au domaine des médiations culturelles de la science? Et la seconde, je pense qu'on vit en fait un moment assez particulier dans l'histoire de la médiation scientifique. Et ce qu'il faut se demander, c'est en quoi les bouleversements contemporains, donc qui sont effectivement la prise de conscience des transformations dans la relation homme-environnement et la transition numérique, donc en quoi ces bouleversements sont susceptibles de modifier la place
et la fonction sociale des acteurs de la culture scientifique. Donc pour moi, il y a vraiment deux niveaux de questions. Il y a qu'est-ce qu'on entend par neutralité et en quoi les bouleversements de la société font que inévitablement, la place et la fonction des acteurs de la culture scientifique bougent. Alors, je suis désolée, je fais un discours un peu magistral, mais voilà, je sais pas comment faire autrement. Voilà, on fait des ateliers de médiation demain pour les... Voilà, je pense que je vais m'y inscrire. Alors, je pense que déjà depuis ses origines, la médiation scientifique est coincée entre trois ordres de légitimité en opposition et parce qu'elles ont finalement, chacun de ces ordres a sa propre manière d'envisager la neutralité. Premier ordre de légitimité, c'est la légitimité scientifique. Bon, non, là la neutralité, elle est poussée à l'extrême avec le déficit modèle, que vous connaissez bien. Donc cette idée de neutralité, c'est de s'inscrire dans la démarche scientifique, de s'assurer de la qualité et de l'universalité des démonstrations, de sorte que ces démonstrations soient indépendantes des particularités religieuses, idéologiques, culturelles. Donc ça, c'est premier niveau de neutralité. Donc je dirais, c'est une légitimité qui existe depuis le début des CSTI. Qui est liée à la méthode scientifique. Qui est liée à la méthode scientifique. Donc ça rejoint le public understanding of science, etc. Ensuite, on a un deuxième niveau, c'est la légitimité démocratique. Et là, on est plutôt dans un combat qui a pour objectif de conquérir des publics qui soient les plus larges possibles, en accord avec, on va dire, les valeurs qui sont héritées de l'éducation populaire. Donc, ça veut dire penser la transformation sociale en dehors des institutions traditionnelles de l'enseignement. Donc là, dans ce registre-là, dans ce référentiel-là, la neutralité, c'est le fait de rendre possible l'inclusion de toute la diversité des citoyens dans des expérimentations de médiation. Donc ça, c'est le deuxième temps de l'histoire des CSTI. Et ça renvoie en fait à toute la richesse des dispositifs de médiation qui a été développée sur ces 30 dernières années. Et ça renvoie donc à un idéal de capter, de capaciter durablement la grande diversité sociale, culturelle des citoyens. Donc, ça, on est dans un nouveau régime de rapport au savoir, c'est ce que tu as écrit dans tes publications. Et mon sentiment, c'est qu'on est aussi, en fait, dans un empilement, dans une superposition de ces deux ordres de légitimité. Donc ça veut dire que le premier, avec les excès qu'on connaît, déficit modèle, etc., n'est pas mis de côté et ne peut pas l'être, puisqu'une médiation efficace sera toujours celle qui saura documenter, partager des savoirs et des innovations pour contrer des théories du complot, des théories fantaisistes. Donc c'est aussi cette légitimité qui fait que vous, les médiateurs scientifiques, les acteurs de la culture scientifique, vous êtes respectés en tant qu'experts et en tant qu'institution. Donc il y a nécessité de conserver, à mon sens, cette hiérarchie des niveaux de preuve et des niveaux de vérité, donc cette légitimité scientifique, tout en envisageant différents modèles de médiation qui sont évidemment adaptés à l'état social, aux grands bouleversements de la société et tout ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, je pense qu'on arrive à un troisième moment de la CSTI qui est assez difficile à manœuvrer pour plusieurs raisons. La première, c'est que les tensions entre ces deux premiers ordres de légitimité, aujourd'hui sont exacerbées. On a une tension très forte entre les savoirs universels et puis l'importance des savoirs situés, l'importance des regards, des expertises qu'on n'explicite pas forcément. Il y a le caractère institutionnalisé qui permet effectivement le déploiement de certains dispositifs de médiation, et puis le caractère expérimental où on a presque besoin de faire un pas de côté par rapport aux logiques institutionnelles, et je pense que vous êtes complètement dedans. Et puis, qui produit les données ? D'où viennent-elles ? Donc, il y a effectivement une imbrication en fait de ces deux niveaux de légitimité, mais les tensions sont exacerbées. Et puis, je crois, et c'est là où il y a vraiment quelque chose de compliqué au niveau institutionnel, c'est que je crois qu'il y a un nouvel ordre de légitimité qui était auparavant moins présent et qui aujourd'hui tend à s'affirmer. Cet ordre de légitimité, c'est l'intégration des terrains qui sont propres aux sciences de l'homme et des humanités dans les contenus scientifiques de la médiation scientifique. Et donc, il y a de plus en plus cette idée de devoir retranscrire les grands débats de société, de faire l'inventaire des positionnements de toutes les parties prenantes, de tous ceux qui participent aux guerres d'opinion,
Donc il s'agisse des sujets intelligence artificielle, biotechnologie, transhumanisme, environnement. Il y a en fait cette exigence d'inclure toutes les voix au chapitre. Et ça, je dirais que c'est la forme de neutralité qui est propre à ce référentiel. Donc évidemment, les dérives, elles sont doubles. La première, c'est le relativisme culturel, c'est la confusion savoir-croyance, c'est le fait que pour pouvoir échanger en astronomie, il faut inclure les platistes parce que ils font partie de la société, ou c'est le fait de mettre sur un pied d'égalité épistémologique ceux qui valorisent le darwinisme et ceux qui sont plutôt en accord avec les thèses fixistes. Donc ça, c'est la première dérive. Et l'autre risque qui est beaucoup moins évoqué, c'est la dilution de tout ce qui constitue le domaine d'expertise propre à la médiation scientifique. C'est le fait finalement de confondre cette expertise avec des sciences ou avec des pratiques militantes qui proposent d'interroger la société. Et ça, je crois que c'est vraiment, à mon avis, une dérive qui est beaucoup plus dangereuse pour l'avenir des structures de CSTI, parce qu'effectivement, à partir du moment où on adhère totalement à cette espèce de cartographie exhaustive des controverses, où on met tout sur un pied d'égalité, le risque, c'est effectivement une dilution des particularités des structures de CSTI. Alors juste une petite expérience, un petit vécu. Donc moi j'ai vécu la confrontation de ces trois logiques quand j'ai été membre du conseil scientifique du Haut Conseil des biotechnologies. Donc c'est aujourd'hui en fait un comité qui a été dissous, et sa vocation c'était c'était d'éclairer la décision publique en matière de biotechnologie, notamment autour des OGM. Donc il y avait deux comités, il y avait un comité scientifique dans lequel je participais et un comité économique, éthique et social. Et donc le comité scientifique avait pour mission de fournir une évaluation rigoureuse de l'impact des OGM sur l'environnement et sur la santé publique. Donc la prise de la délibération, ça s'appuyait sur une revue de littérature certifiée par les pairs, et le comité économique, éthique et social avait, lui, une réflexion beaucoup plus large sur les impacts économiques, sociaux et éthiques des biotechnologies. Et pour eux, l'objectivité reposait sur la nécessité de prendre en compte toutes les parties prenantes. Et donc leur outil de délibération, c'était le vote. Donc nous, on arrivait avec notre littérature consensus scientifique, et eux, ils arrivaient avec non, notre vision du monde, c'est celle-ci, parce qu'on a voté. Et en fait, c'était un conflit de normes, de référentiels, de légitimité. Et en fait, les deux comités n'ont jamais réussi à s'entendre, et c'était une expérimentation institutionnelle qui n'a pas marché. Et donc, moi, je pense qu'en fait, tout est possible, mais ce qui est important, c'est d'être au clair entre vous par rapport au modèle de légitimité que vous souhaitez mettre en avant. Mmh. Mais merci, on va essayer de digérer tout ça. Si je te suis bien, et je vais poser la question à Philippe justement, parce que cette question du relativisme, et tu as dit par exemple, être neutre, ça consiste à inviter des gens qui sont tenants de la Terre est plate, et puis les autres. Je crois que cette question du relativisme aujourd'hui dans les musées, dans les muséums, on l'a un peu dépassée, elle est derrière nous. C'est-à-dire que on sait que la méthode scientifique, c'est pas la démocratie, on vote pas pour une théorie. Là, on est sous le portrait d'Alan Turing. Quand il a travaillé sur l'intelligence artificielle, personne n'a voté pour ou contre ses travaux. C'est un processus de légitimation qui est complètement différent. Et ça, je crois que tous, on est à peu près au clair avec ça, ou pas. Enfin, en tous les cas, on peut en discuter, mais c'est quand même quelque chose qui est assez clair. Et sur cet enjeu du débat public auquel on est confronté, et Philippe, justement, ce qui est intéressant dans ton projet, c'est que tu mets au rez-de-chaussée, à l'entrée de ton muséum, l'Agora des sciences, et donc cette fonction du débat, cette fonction de la citoyenneté. Mais alors, est-ce que c'est pour ça que tu vas inviter les platistes ? Est-ce que... Je connaissais un peu la réponse. Non. Oui, c'est ça. Non, absolument pas. Je crois qu'il y a aussi une... Oui, non, là-dessus, en tout cas, c'est très clair. Moi, c'est ce que la science a à dire et uniquement ce que la science a à dire. Donc après, bien sûr, il y a des scientifiques entre eux, ne sont pas toujours d'ailleurs. Il y a un débat aussi, et ça se débat. Justement, il faut en parler. Il y a deux choses dont j'aimerais avancer. C'est la question effectivement des politiques. Il faut savoir quand même qu'un musée d'histoire naturelle n'est pas un lieu, indépendant.
des pouvoirs politiques. On est un service en régie, donc on a au-dessus de nous un ensemble de politiques qui sont là, et nous, on est chargé, bien entendu, de respecter cette politique. D'ailleurs, si on ne la respecte pas, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va. Enfin, moi, j'ai connu cette période avec une période orléanaise où, évidemment, c'était un peu plus compliqué, donc il n'y avait pas le choix. Donc là, je suis dans une municipalité, dans une métropole, à vrai dire, pour lequel j'ai une adhérence, en tout cas, aux idées et aux propositions qui sont faites, et donc d'avoir effectivement ce champ libre. Mais en tout cas, nous, on ne peut pas avoir un discours complètement libre, entre guillemets, ou déconnecté, ou je ne sais quoi. En tout cas, on s'inscrit dans une politique publique. Il y a une deuxième chose aussi, c'est penser au public. Moi, ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est pas de travailler pour les bobos du centre-ville de Nantes. Ça m'intéresse absolument pas. Je sais que de toute façon, ils viendront au musée. Ils seront très contents, ils vont s'en faire la promotion. Ce qui m'intéresse plus, c'est effectivement par rapport aux quartiers, des quartiers périphériques, qui sont quand même des quartiers difficiles. Et je prendrai l'exemple de la dernière nuit des musées. On avait travaillé avec les associations paramunicipales d'animation des quartiers, comme il y a dans toute ville. Et on a un jardin. Donc dans le jardin, il y avait cette animation qui était proposée par cette association paramunicipale, même s'ils n'aiment pas le terme, mais enfin, c'est bien paramunicipal. Et donc, des gens des quartiers nord de Nantes sont venus dans le centre-ville, qui viennent pratiquement jamais d'ailleurs. Et là, j'étais quand même très, très impressionné. Donc, dans cette animation dans le jardin, le musée était tout ouvert. Et la question qui m'a été posée, c'est par des gens qui passaient là, qui disaient, mais est-ce qu'on peut rentrer ? Ça veut dire quand même qu'il y a un sacré travail derrière tout ça vis-à-vis des publics pour pouvoir les faire rentrer naturellement dans nos institutions. Et ça, la question des publics est vraiment absolument prioritaire. Et Bobo, je pense aussi, bien sûr, il y avait tous les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Mais ça ne m'intéresse pas de travailler avec eux. On avait fait une opération avec un théâtre nantais. On s'était retrouvé à 1200, 1300, mais c'était pratiquement la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui venait. C'est des gens convaincus par toutes nos questions. C'est pas eux qu'il faut convaincre de quoi que ce soit. C'est pas eux qu'il faut convaincre. Bon, ils vont agir, ils vont réagir à leur façon. Mais ça, c'est pas ça. Donc, il y a vraiment la question des publics qui est quand même question. Et puis, cette question, de l'engagement, elle est quand même aussi, je dirais d'une certaine façon, très naturelle par cette confrontation que l'on a, nous, tous les jours, à cette science, cette biodiversité qui s'effondre, ce climat qui se dérègle. Donc c'est... je voulais dire quelque chose de particulier, mais ça reviendra après. Ça va revenir, mais juste, on y reviendra sur faut-il être écolo pour travailler dans un muséum d'histoire naturelle, puisqu'on pourrait poser la question dans ce sens-là. Mais avant de la poser, je voudrais que tu nous dises aussi quelles sont tes relations avec le monde associatif. Tu l'as un petit peu évoqué, Notre-Dame-des-Landes, les ONG. On sait que dans le milieu de l'écologie, dans le militantisme, il y a aussi des gens qui sont un peu radicaux. Bien sûr. Voilà, l'échelle va jusqu'à très loin. Comment toi, tu te positionnes par rapport à ça ? Est-ce que tu cherches à travailler avec eux, même si c'est pas pour les convaincre eux, mais peut-être qu'ils touchent un autre public et qu'ils proposent des modalités d'action différentes? Il n'y a pas, d'exclusion a priori. Je dirais qu'il y a un travail qui se fait de partenariat avec un certain nombre d'associations, d'ailleurs plutôt naturalistes qu'environnementalistes. C'est de style Bretagne Vivante, LPO, que sais-je, France Nature Environnement, même s'ils ont bien sûr des engagements, mais il n'y a pas vraiment de travail et de partenariat précis. Alors par rapport, est-ce qu'il faut être écolo? Ça, c'est une question qui est encore plus amusante, mais spontanément d'ailleurs, je dirais que les politiques nous considèrent comme écolos. Et j'en veux pour preuve, c'est que d'emblée à Nantes, j'ai tout de suite été intégré dans les cercles écolos de Nantes très facilement, même si je prenais vraiment mes distances et que je faisais très attention à ça. Mais c'est quelque chose qui est perçu. Je crois que les collègues doivent avoir à peu près le même sentiment, c'est-à-dire d'être toujours, effectivement, de ce côté-là. Et je pense qu'il y en a beaucoup, d'ailleurs, de nos collègues qui sont effectivement dans les mouvements écolos. Oui, bien sûr.
On pourrait aussi mettre en miroir, en relation les centres de sciences, où pour beaucoup de politiques et beaucoup de publics, les centres de sciences, c'est forcément pour l'innovation, ça aime forcément la technique, la technologie, on est forcément des geeks et des nerds. Bref. Hélène, le rapport aux associations aussi par rapport à ces questions sur le point de vue de la légitimité politique, la neutralité, est-ce que vous acceptez tout type d'associations qui viennent chercher des militants chez vous? Comment vous les sélectionnez? Comment vous sélectionnez les causes pour lesquelles vous formez les jeunes? Alors non, on n'accepte pas tout le monde. Par contre, on essaye de rétablir le dialogue. Enfin là, si on parle de la crise avec les agriculteurs là en ce moment, on souhaite absolument pas opposer les jeunes urbains écolos aux agriculteurs, évidemment forcément en milieu rural. Donc je vais pas répondre à toute sa question, mais pour les associations, enfin si je peux y répondre, mais en fait oui, les associations pour lesquelles on travaille, c'est des associations qui œuvrent pour l'écologie, la justice sociale, la solidarité. Voilà, on ne va pas travailler pour d'autres associations. Enfin, c'est ça que notre propos, c'est celui-là. Donc, qu'est-ce qui sert notre propos? C'est ces structures-là. Après, nous, on a vraiment... tout à l'heure, tu as parlé un peu de la rencontre de différents publics. Comment est-ce que nous, on peut y répondre à la Gaîté Lyrique? En fait, la Gaîté Lyrique, on veut que ce soit un lieu ouvert. C'est même marqué quand on arrive, ce qui n'est pas évident, parce que c'est un bâtiment qui est très impressionnant, avec une grande façade, etc. Mais en fait, on essaie de mixer les usages dedans. Et donc, il se passe plein de choses. Donc, le matin, par exemple, il y a des distributions pour les personnes sans abri qui vont être suivies par des cours de danse pour ces personnes-là, mais avec les gens du quartier aussi. Et puis, il y aura des ateliers lecture avec Actes Sud qui aura donné un certain nombre de bouquins. Les gens peuvent venir travailler, on peut y manger. À 19h, il y a des conférences qui sont gratuites. Le soir, il y a des concerts de rap. Enfin, donc, pour l'instant, on essaie que ce monde-là se croise. Pour l'instant, voilà, on peut très bien savoir qui va aller à quel endroit. Enfin, c'est assez fléché. Mais en tout cas, ils se voient, ils se côtoient. Et pour nous, c'est important parce qu'on se dit, peut-être par hasard, ils vont tomber sur un truc. Voilà, ils sont en train de chiller sur un canapé. Et puis, il y a une conférence qui va être sur le climat qui va les intéresser, quoi. Donc, on essaye aussi que le côté un petit peu aléatoire de la rencontre et de la sensibilisation, elle puisse se faire à cet endroit-là. Et après, c'était quoi les associations, non ? Concrètement, est-ce que vous travaillez avec des associations de culture scientifique ? Est-ce que parmi nous, ici, il y a des responsables associatifs ? Est-ce que Make Sense, ça peut être aussi une plateforme pour faire des partenariats, des collaborations ? Oui, complètement. En fait, complètement. Par exemple, on a un programme sur la nature en ville là, qui va sortir au printemps. On travaille avec le Muséum d'histoire naturelle sur les sciences participatives aussi pour pouvoir... ça, c'est des actions concrètes que les gens peuvent mettre en œuvre. On travaille avec les associations environnementales. Nous, on aime bien s'adosser en tout cas à des structures scientifiques, même si on aimerait qu'il y ait plus de scientifiques dans nos équipes, mais il y en a quand même quelques-uns. En tout cas, nous, on n'a pas de savoir-faire en tant que tel. On a un savoir d'ingénierie pédagogique, de mobilisation, mais on s'appuie toujours sur les personnes sur les sachantes. Et nous, par contre, on va essayer de rendre ce savoir très accessible à un public très jeune, de manière assez ludique, et avec surtout à la fin, ok, moi qu'est-ce que je fais ? Et en fait, tu as une action qui est possible une fois que tu auras lu cet article, une fois que tu seras allé à cet événement. On laisse jamais les gens à poil, en fait. Une fois qu'ils ont lu quelque chose, on leur dit pas maintenant je fais quoi, je me pends. Non, on va te proposer des choses, quoi. Merci. Voilà. Dans la courbe du deuil, oui, vous êtes aussi confronté, j'imagine, à l'éco-anxiété, et donc le passage à l'action, c'est aussi une réponse. Exactement, et on est très confronté parce que du coup, on a des jeunes qui, vraiment, on le voit vraiment depuis quelques années, ça grimpe vraiment en flèche, et du coup, on a même développé des groupes de parole autour de l'éco-anxiété, en fait, parce qu'à un moment donné, le passage à l'action, il n'est pas possible. Enfin, alors on a parlé de cette courbe du deuil, on peut pas arriver un peu n'importe quand en disant, allez, vas-y, c'est pas grave, tu te bouges, fais du vélo et ça va aller mieux, quoi. Non, ça n'est pas possible. Donc il y a comme ce moment-là où il faut déposer sa peur, etc. Et donc, on a des groupes de parole qui marchent hyper bien. C'est ça qui est un peu triste. Mais n'empêche, les gens sont là. On en avait un la semaine dernière. En fait, les gens échangent. Et on est toujours, comme chez Make Sense, à la fin, on leur dit, essayez de trouver collectivement des petits trucs qui vont vous aider. Et en fait, les gens, ils restent à la fin, il reste encore 1 heure, ils se filent leur 06 et voilà, il se passe
il se passe des choses. Mais ça, c'est vraiment aussi un sujet qu'on prend à bras le corps. L'action tous azimuts ne fonctionne pas à tout moment de là où on en est, quoi. Alors justement, cette question des émotions, Laure en a parlé, la place des émotions dans un projet tel que le tien, Philippe, dans la rénovation d'un muséum, c'était pas quelque chose auquel on pensait, dont on parlait il y a une dizaine d'années, même avant. Aujourd'hui, comment toi tu l'as intégré dans le musée? Enfin, est-ce que tu l'as intégré? Comment tu l'as intégré? Parce que on peut aussi penser que les émotions peuvent nous emmener sur une piste qui n'est pas forcément scientifique. On interrogera aussi Virginie tout à l'heure sur cette neutralité qu'on peut avoir par rapport à un ressenti personnel. Qui dit émotion dit subjectivité aussi, donc qui n'est pas forcément l'objectivité et la neutralité à laquelle on prétend généralement. Donc comment tu gères cette question de l'émotion? Alors, l'émotion, si on en parle déjà depuis très longtemps. Je me souviens déjà des premiers séminaires organisés par l'OCIM il y a une trentaine d'années sur ces questions de l'émotion. Oui, t'as oublié, bien sûr, mais moi pas. J'étais pas né. Non, vous ne l'avez pas senti à l'époque. Et pourtant, non, l'émotion, c'est quand même centralement la relation à l'objet, la relation à spécimen est quelque chose d'essentiel. Là, on parle de l'émotion négative. On parle d'anxiété. On ne parle pas de la beauté, de l'émerveillement, etc. Mais l'émotion négative. C'est une attente aujourd'hui sociale, la part des publics et des jeunes publics notamment, qui viennent avec cette émotion négative. Est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte dans les propositions du musée? C'est même, je dirais, essentiel de la prendre en compte, et notamment dans la dernière partie, dans ce lieu qui va être un peu central et qui va faire la fin de ce voyage dans le temps, où on va prendre le temps d'expliquer justement par la science, et aussi qu'est-ce que la science peut apporter comme réponse. On est toujours sur le domaine des sciences. On a vraiment là, je crois que dans le parcours permanent, on va rester dans le domaine des sciences. Après, au niveau de l'Agora des sciences, il y aura plus de débats, il y aura plus de discussions, il y aura plus de portes ouvertes, effectivement, mais dans l'espace principal du parcours permanent, il y aura toujours cette relation à la science qui sera ici, et qui est un peu la vertèbre de tout notre discours, et ce qui nous permet nous aussi de tenir. On parlait tout à l'heure de la qualité, de la reconnaissance de nos institutions comme référence, en tout cas scientifique. Bien évidemment que c'est une chose qu'on perçoit très clairement, et qu'il faut absolument préserver. Donc d'où cette distinction qu'on peut avoir entre ce parcours permanent et puis cette Agora des sciences, où on va se permettre aussi un peu plus de débat, un peu plus d'échange en tout cas, mais ouais, toujours avec une certaine méfiance. Et puis toujours, pas l'oublier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas du tout, nous on n'a pas de personnalité morale. La personnalité morale est exercée par la présidente de Nantes Métropole, elle est exercée par quelqu'un d'autre que moi, et on a une ligne aussi de conduite à maintenir et à préserver. Alors je ne sais pas si j'ai répondu sur ta question de l'émotion, comment on peut répondre à des émotions. Est-ce que par exemple, dans l'Agora des sciences que tu vas avoir, on pourrait avoir des groupes de parole, des groupes de discussion autour de l'éco-anxiété, autour de la disparition d'écosystèmes? Je t'avouerai qu'on n'a pas encore avancé très très loin dans l'Agora des sciences. On a effectivement fait appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage pour le 3e pôle, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, ils travaillent spécifiquement sur ces questions-là, et justement pour proposer un certain nombre de réponses, et comment on peut, nous, dans notre musée, répondre à ces questions-là. Alors, est-ce qu'il y a un risque, Virginie, justement, je vais passer le micro, merci, pardon, est-ce qu'il y a un risque, justement, à envisager l'émotion, et l'émotion négative, pas l'émerveillement historique, on va dire, du siècle des Lumières, mais l'émotion du 21e siècle, l'émotion contemporaine que beaucoup de jeunes ressentent, et d'adultes, face à la situation du monde. Est-ce qu'il y a un risque à envisager cela dans un centre de sciences, de culture scientifique, pour des enjeux de médiation? Alors les émotions, pour nous, scientifiques de la vie sociale et politique, c'est un peu notre objet obsessionnel. On essaye, alors on utilise des outils plus ou moins efficaces, les sondages par exemple, on essaye de comprendre les attitudes, les comportements politiques, et c'est vrai que de plus en plus on essaye de voir s'il y a des corrélations entre certaines angoisses et certaines formes d'appropriation technologique comme le vaccin. Et on a par exemple montré qu'il y avait une corrélation extrêmement forte entre le rejet de la vaccination et, on va dire, le sentiment de ne pas être relié, de ne pas avoir confiance aux institutions républicaines. Et donc, il y a une corrélation très forte. Et c'est vrai qu'on peut se demander, est-ce qu'il y aurait un intérêt à
intégrer ces types d'études pour montrer que les émotions interviennent dans les rapports qu'on peut avoir vis-à-vis des savoirs, vis-à-vis des formes d'appropriation technologique. Alors je ne sais pas ce qui est une émotion négative, enfin positive, il y a des... La peur. Est-ce que c'est une émotion négative, le manque de conscience? Mais en fait, c'est... Alors, après, nous en fait, on s'intéresse à la construction des imaginaires, à ce qui fait le lien social. Nous notre boulot, c'est pas, je dirais, n'est pas un travail d'engagement militant. Notre travail, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait société. Pourquoi les citoyens sont reliés entre eux. Et de toute façon, toute société repose sur un imaginaire partagé, repose sur des mythes, repose sur... Donc, l'adhésion au constat objectif, je dirais, c'est pas mon propos. Mais je pense que ça pourrait être intéressant, effectivement, peut-être d'intégrer, on parlait politique tout à l'heure, les angoisses politiques, et effectivement, je pense qu'il y a un lien entre la façon dont on se relie aux éléments de la culture scientifique et les positionnements partisans et la façon dont on pense l'avenir de la société. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'on travaille. Là où effectivement, moi, je suis plus partagée, et c'est aussi, je pense, un défi auquel vous allez être confrontés, c'est l'idée de sciences sociales engagées. Et c'est quelque chose, évidemment, qui est très, très en débat chez nous et qui interroge l'épistémologie, etc. Et il y a des tentatives, en fait, de corréler de plus en plus fortement, on va dire, les modèles de société à la construction des savoirs. Et par exemple, tous les enjeux autour de la discrimination homme-femme. Il y a certains courants qui vont jusqu'à remettre la réalité biologique du partage homme-femme. Voilà. Donc, là, ça pose quand même un certain nombre d'interrogations. Donc, je ne sais pas, vous, comment vous le vivez dans la construction de vos expositions et dans les formes de médiation, tout ce qui relève finalement de la sensibilité propre. Mmh. Voilà. Alors, c'est une question assez passionnante que tu soulèves sur justement la médiation des sciences sociales. Alors voilà, une expo transgenre au Muséum de Nantes. Voilà. Mais blague à part, il y a des expos sur ce sujet dans des muséums en Europe, dans le monde. C'est pas du tout un sujet. Voilà. Du coup, juste avant peut-être, et pour y réfléchir, mais la place des sciences sociales, c'est vrai qu'elle pose question. Je repense à la phrase de Bourdieu, la sociologie est un sport de combat. Donc bon, c'est pas un physicien qui va dire ça, même si les physiciens aussi sont souvent dans le combat. Je reviens sur la question des émotions, avec aussi la difficulté des sciences, des données, des méthodes, des productions scientifiques qui peuvent inquiéter, qui peuvent angoisser. On a eu cette expérience au Quai des Savoirs à Toulouse à travers une expo sur les feux et les méga-feux. Et c'est vrai que gérer du public qui va comprendre qu'en fait ces méga-feux, c'est pas une fois de temps en temps, mais c'est un phénomène qui est maintenant, il va falloir vivre avec. C'était le message clé. On a été confronté à beaucoup de réactions du public qui étaient, alors certains dans le déni, d'autres qui étaient totalement surpris de découvrir que c'est vrai si vous le dites dans un musée. On a eu cette phrase aussi, et ça repose la question de la confiance. Donc comment on gère ça aussi, le fait que les sciences apportent pas forcément toujours des bonnes nouvelles et qu'on n'est pas forcément toujours d'accord avec, on n'a pas forcément envie d'entendre ce que les sciences, y compris les sciences naturelles, les sciences de l'environnement, vont nous dire. Dans ce registre d'annoncer des mauvaises nouvelles, j'ai pas eu de retour particulier concernant le public sur ces questions-là. À vrai dire, ça passe bien. Ça passe bien. Alors, non, mais je pense que ça passe crème. Oui. Non, mais j'ai pas eu. Il faudrait peut-être interroger aussi Bruno avec Urgence climatique comment le public justement perçoit, parce que là, ils sont quand même aussi au cœur d'une exposition qui est quand même assez intéressante à analyser. Mais j'ai pas eu pour l'instant en tout cas, dans ce qu'on parle de l'effondrement de la biodiversité, quand on parle de toutes ces questions-là, bien entendu qu'on a d'autres dispositifs qui en même temps montrent aussi
des points plus positifs. On contrebalance, on n'est jamais en train de massacrer dans l'esprit du visiteur. On a aussi des choses qui permettent de dire, bah oui, voilà, en moyennant un certain nombre d'actions, on est capable de régénérer une biodiversité dans un espace particulier. Donc voilà, ça aussi, c'est des choses que c'est jamais, on n'assomme pas les gens quand même. Peut-être quelqu'un veut témoigner dans la salle sur les émotions négatives ou effectivement l'urgence climatique. C'est un sujet intéressant. Alors, merci de ce que tu as dit, Philippe. Urgence climatique, c'est une exposition donc, à la Cité des Sciences et de l'Industrie faite en partenariat avec le CNRS, commissariat Jean Jouzel, et qui est une exposition très engagée. Parce que moi, à mon avis, ce n'est pas les structures de CCI doivent-elles, mais peuvent-elles rester neutres face aux enjeux de société. Nous sommes dans la société, il n'y a pas la science d'un côté, la société de l'autre. C'est comme la nature et l'homme, c'est la même chose. On est société, nous faisons société. Nous sommes des institutions politiques au premier chef. Et dans notre exposition, il y a un multimédia dans lequel on dit que le gouvernement ne fait pas son travail. Et donc la ministre de la Culture l'a vu devant moi, mes équipes étaient un peu stressées. Il y a un sponsor qui m'a dit, on n'a pris que des sponsors publics, pas de sponsors privés, qui m'a dit si j'avais su que tu donnais la parole à des militants dans l'exposition, parce qu'il y a aussi la parole à des militants environnementalistes, pas que des Français d'ailleurs, étrangers, je ne t'aurais pas donné d'argent. Oui, nous avons poussé le bouchon de l'engagement jusque là où on pensait devoir le pousser. On réfléchit, j'allais dire, tous les jours. On a des questions très simples. Est-ce qu'il faut qu'on manifeste dans la rue quand il y a des manifestations? Est-ce qu'il faut qu'on signe des pétitions? Des cas très précis, on se pose la question à chaque fois, est-ce que nous devons aller jusqu'à sortir de notre réserve, sachant que peut-être dans quelques années, on sera bien obligé de signer des pétitions. Oui, pour l'instant, s'engager. Alors la réponse de l'institution, c'est vous êtes évidemment libre d'aller manifester, sous-entendu on vous y encourage même, et le muséum avait pris la même position, mais en tant qu'institution, nous ne pétitionnons pas. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas intéressés par le sujet, mais on l'aborde différemment et on a d'autres moyens d'action. Mais là encore, en Europe... C'est une position qui peut bouger. Hein. Je ne garantis pas qu'on n'évolue pas et qu'au fil des événements, les choses prennent une autre... Mais en Europe, il y a d'autres centres de sciences ou musées qui s'engagent plus que nous en France. Alors justement, on va discuter, oui, on va, merci, revenir sur cette question, aller sur cette question aussi du rapport aux politiques, puisque toi tu en as parlé, mais je voudrais aussi interroger Hélène par rapport à Make Sense sur ce lien que vous avez avec les pouvoirs publics, puisque tu as dit, vous faites partie d'un consortium qui a remporté la délégation de service public pour la Gaîté Lyrique pendant 5 ans. Donc c'est la mairie de Paris qui vous a choisi. Comment ça se passe avec la mairie de Paris par rapport aux choix que vous faites, les choix éditoriaux, par rapport au public que vous touchez, par rapport aux partenariats aussi, privés, publics, que vous pouvez avoir. Quel est votre degré de liberté et jusqu'où vous pouvez vous engager? En fait, on est assez libre parce qu'avant, c'était une délégation de service public. Maintenant, c'est une concession de service public. On a perdu quelques plumes au passage en termes de financement, mais on a gagné en liberté. Donc, en fait, la seule chose que l'on doit faire, c'est 120 concerts par an. Ça, c'est contractuel. Le reste, c'est 120 concerts. Ce qui n'est pas rien. Mais bon, voilà. Enfin, c'est un établissement culturel. Voilà. Mais ça, c'est le seul truc. C'est le seul truc que l'on a. Après, en fait, on a... C'était un appel à candidature, donc on a candidaté avec un dossier, avec un certain nombre de choses qui étaient dedans, et on a été retenus. Et après, on a des rapports très très réguliers avec la mairie de Paris qui vient vraiment très très souvent. Et ils sont venus là au bout d'1 an et ils étaient très heureux de ce qui se passait. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit, parce que c'est devenu un lieu ouvert, un lieu où il se passe plein de choses. Et voilà, après, ils regardent pas du tout dans le détail. Après, nous, ce qui est marrant, c'est comme on est 5 structures, et avec des structures comme Arte, donc de services publics, et des structures plus engagées, genre Make Sense ou Singa, on a des discussions en comité d'édito. Ok, ça, est-ce qu'on peut en parler? Comment on en parle? Là, la Gaîté Lyrique, par exemple, ce week-end, a fait un post sur Instagram pour inviter à aller manifester contre la loi immigration. C'était la première fois que l'établissement faisait ça.
et en disant bah voilà, dans le consortium il y a Singa appelle et voilà pour quelle raison. Mais c'est des discussions qu'on a eues plein de fois sur plein de sujets, et je pense que c'est pareil, on évolue en fait en avançant, quoi. Des fois on se dit bah là non, au début on dit ah, mais bien sûr que non, il faut rester neutre et tout. Après on n'est pas du tout neutre, et donc comment est-ce qu'on la fabrique de l'époque, enfin nous on est aussi une caisse de résonance des idées que l'on veut porter. Bah comment est-ce qu'on le fait? Mais bon, c'est des vraies prises de tête, hein, parce que des fois c'est évident, ça on y va, puis là des fois on est là oh bah ce sujet-là c'est beaucoup plus touchy, quoi. Et c'est l'intérêt d'être 5. C'est qu'en fait, du coup, on peut mélanger nos idées et ne pas être d'accord et trouver un consensus ou ne pas en trouver. Mais... Oui, l'engagement institutionnel, il est encore assez compliqué. Moi, juste, je me rappelle, pour rebondir sur l'or et pièces et main-d'œuvre, nous ramener 25 ans en arrière. Moi, je m'étais un peu fait enguirlander par le directeur de la culture scientifique, du bureau de la culture scientifique du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, quand pièces et main-d'œuvre avait émergé dans le Canard enchaîné. Il m'avait dit, t'as pas fait ton boulot, on va te couper tes subventions, puisque sous-entendant qu'un centre de culture scientifique était là pour empêcher qu'un collectif, comme pièces et main-d'œuvre puisse émerger. Bon, il est à la retraite, paix à son âme. Mais voilà. Philippe, je voudrais que tu nous dises aussi, toi, tu l'as un peu évoqué par rapport à la puissance publique, par rapport à ta chef, ou je sais pas comment on peut dire, puisque la maire de la métropole, présidente. Voilà. Oui. Comment tu gères cet engagement? Tu nous as laissé entendre que tu avais une proximité et du coup qui permettait de rebondir. Il y a une confiance, c'est essentiel, je crois, pour travailler. Et d'ailleurs, quand je citais l'exemple d'Orléans où j'ai passé 6 ans, au bout de 6 ans, je suis parti parce que c'était pas possible de pouvoir avancer comme je l'entendais. Donc à un moment donné, un directeur d'institution, il s'en va si ça marche pas. Et puis voilà, c'est un peu le contrat. Là, je suis dans une position plutôt favorable. Je te donnais l'exemple même de l'adjoint à la culture qui dit de toute façon, moi je voterai comme Philippe me dit de faire. Donc c'est pour dire qu'il y a une certaine confiance en la matière, en tout cas sur les sujets qui concernent le muséum, bien entendu. Et ça, c'est quand même assez précieux. Ça veut dire que j'ai jamais eu de contrôle sur les expositions, j'ai jamais eu de contrôle sur ce que je dis, sur ce que je fais, sur les partenariats que je mène. Faut pas non plus. Mais je pense qu'il faut être aussi dans son élément. Dans son élément. Est-ce qu'il y a une forme d'autocensure dans les décisions que tu peux prendre et dans le travail de ton équipe? Mais bien sûr qu'il y a forcément une forme d'autocensure. Ça, c'est obligatoire. Voilà. Moi, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas, transiger, absolument. Et puis il y a des choses, on va se dire, c'est peut-être pas la peine de remettre quelque chose qui va finalement aller contre et qui va nous desservir au bout du compte. Donc voilà. Moi, je crois que là-dessus, on est obligé d'avoir un certain nombre de concessions, mais il faut savoir jusqu'à quel moment on peut accéder ces concessions. Puis voilà. Mais je pense qu'on arrive à dire énormément de choses. Je crois qu'on peut rendre dépressif toute la ville de Nantes sans problème. C'est rien qu'en parlant de ce qu'il y a à dire d'un point de vue scientifique. C'est pour ça que non, mais bon, voilà. Je plaisante bien entendu, mais c'est quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose comme un sas derrière pour embrasser tout ça? Alors, transformer, c'est comme ils font la presse du climat en 2 heures. Alors, c'est pour parler des émotions et échanger. Oui, alors ça va dépendre un peu aussi du type de médiation qui est opéré. S'il y a une proximité avec le visiteur ou s'il n'y a pas de proximité, c'est simplement des visites, on n'a pas forcément la proximité. Après, je pense qu'il faudrait poser la question, moi je poserais la question au médiateur directement. Ça va dépendre aussi de la capacité des médiateurs à agir avec le public, à raconter et puis à recevoir aussi ce qu'eux-mêmes ont à dire. Ça là-dessus, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Alors peut-être une question pour toi, Virginie, par rapport à cet engagement. En tous les cas, c'est cette dimension politique, puisque beaucoup d'entre nous sommes en interaction très forte avec les pouvoirs locaux, la puissance politique locale. Qu'est-ce que, de ton point de vue, ça impacte ou ça a pour conséquence dans la capacité à développer des stratégies de médiation dans un moment, comme tu nous l'as dit, où on est en confrontation de légitimisation ou en tous les cas aussi de représentation du monde, avec, on l'a vu avec Laure, une vision de la décroissance, tu vas pas citer le mot, mais en tous les cas de la collapsologie, c'est un mot qui a été cité, et puis versus le technosolutionnisme, où on a aussi cette tendance très fortement soutenue
par le milieu économique notamment, hein, à dire oui, il y a le changement climatique, mais de toute façon, on va trouver des solutions, il faut investir dans la recherche, dans l'innovation, et on va trouver d'autres technologies. Comment cette relation que nous, on a avec nos pouvoirs publics, qui sont aussi souvent tournés vers leur marketing territorial, c'est-à-dire ils ont intérêt, il n'y a pas d'élu aujourd'hui qui fait sa com sur la décroissance, la collapsologie, etc., puisque au contraire, il faut développer l'emploi et l'économie. Donc comment ça, cette tension, toi, tu la ressens, tu l'analyses ? Alors je comprends bien que vous êtes piégé entre des injonctions contradictoires. Et après, effectivement, le problème du militantisme basé sur la science, c'est comment vous définissez collectivement en tant que structure de CSTI. Et le fait de se définir collectivement en tant que structure de CSTI, c'est aussi un moyen aussi de gagner une autonomie relative par rapport aux différents pouvoirs locaux. Donc je pense qu'il y a un jeu assez subtil à avoir de temps en temps, effectivement, à être peut-être plus indépendant, mais et à d'autres de plus vous affirmer en tant que corps avec une charte particulière qui fait que vous êtes des CSTI. Moi, je pense qu'il y a un enjeu en termes de labellisation. Alors après, à savoir effectivement comment vous positionnez le curseur sur ce qui concerne le militantisme. Après, c'est à vous de le définir. Mais je pense que l'enjeu, il est à ce niveau-là. Pour gagner une autonomie, une répartie possible par rapport aux pouvoirs locaux. Et après, c'est vrai qu'il y a un enjeu. Bon, moi, je prends mes sujets où par exemple, la question de la brevetabilité du vivant, c'est quelque chose, effectivement, qui est présenté, que j'ai vu dans un certain nombre d'expositions. Est-ce que ça relève des structures de CSTI de proposer des modèles agricoles idéal? Est-ce que c'est à vous de le faire ou pas? Et là, je pense qu'il y a vraiment des enjeux importants, surtout à un moment où là, politiquement, c'est très tendu. Et je dirais qu'en plus, votre fonction, indépendamment de cet aspect militant, il y a une autre dimension qui est, pour moi, extrêmement importante et qui fait que votre fonction sociale, elle est de plus en plus grande. C'est la transition numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout producteur de savoir qui soit en sciences humaines et sociales ou un chercheur en biologie ou en astrophysique, il sait que ce soit ses publications, ses interventions, il doit comprendre quelles sont les lois sociales qui gouvernent le monde numérique pour se faire entendre. Vous faites ça depuis 50, 60 ans. Donc vous avez un demi-siècle d'avance sur les producteurs. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un équilibre de société où finalement la production scientifique, pour qu'elle existe, dépend de ceux qui en font la médiation. Donc il y a une inversion, je dirais, par rapport à ce qu'il y avait dans les années 80, où il y a des scientifiques, il y a des chercheurs qui produisent. La médiation, non, c'est pas la vulgarisation, c'est pas la communication scientifique, c'est autre chose. Je veux dire, on en était là dans les années 80. C'était simplement déjà comprendre ce qu'était la médiation. Et en fait, aujourd'hui, la prise de conscience, elle va au-delà. C'est non seulement la médiation, c'est pas de la vulgarisation ni de la communication scientifique, mais la médiation, elle doit presque accompagner l'innovation et la production des savoirs. Et vous avez une expertise que moi je n'ai pas, qui est que quand un savoir il arrive dans l'espace public, il y a des choses qui se passent, il est amplifié, il est diminué, il y a un certain nombre de transformations. Et vous savez comment ça se passe. Vous comprenez ces ondes sociales qui font que il y a des climato-sceptiques qui s'affirment. Comment ça se fait compte tenu de l'état des savoirs, etc. Donc c'est tous ces mouvements-là qui vont s'amplifier avec la dérégulation du marché de l'information, avec le brouillage entre ce qui relève des croyances et ce qui relève des savoirs. Donc je dirais qu'on a besoin, nous, d'être accompagnés par des médiateurs. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue, non seulement vis-à-vis des citoyens, mais aussi vis-à-vis des chercheurs.
Alors on sait comment ça se passe, plus ou moins. Sur les enjeux de la médiation numérique, c'est aussi un des grands sujets de discussion entre nous. Mais tu as dit beaucoup de choses, notamment au début. Alors j'ai regardé Raphaël avec un petit sourire en coin, parce qu'évidemment la labellisation, tu as sorti un vieux serpent de mer du milieu de la culture scientifique. Mais ça peut être aussi tourné, si on le regarde positivement, comme un plaidoyer pour l'AMSTI aussi, c'est-à-dire pour ce qu'on est en train de faire là ces jours-ci, et puis ce qu'on fait tout au long de l'année, c'est-à-dire la constitution d'un champ professionnel, d'un milieu professionnel qui défend ses propres valeurs, qui élabore ses valeurs, son propre référentiel et qui les défend. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose à faire valoir et qui nous protège, en tous les cas, qui nous donne une force collectivement. Après, la question sur les enjeux de la médiation, on est aussi beaucoup centré sur les enjeux d'esprit critique et d'éducation aux médias. Laure l'a évoqué aussi un peu tout à l'heure, en associant finalement la dimension environnementale, changement climatique et éducation aux médias, puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'un savoir est indissociable de la manière dont il est propagé, diffusé dans la société. Du coup, je me retourne vers Philippe. Une question à laquelle on n'a pas encore, de laquelle on n'a pas encore discuté, c'est la place justement du numérique, la place de ces enjeux de diffusion, de médiation dans ton projet d'établissement, parce que c'est vrai qu'un projet de rénovation de muséum pour les 30 ans à venir, c'est excitant. Comment tu intègres ça? Comment tu envisages ça? Et le micro, je te le passe. Oui, c'est vrai que quand on fait un muséum, parce qu'il y a une partie encore qui sera très probablement modulaire, modulable, et qu'on va pouvoir remettre au goût du jour, en tout cas au goût de la science, assez régulièrement. Il y a toute une partie qu'on fait pour 20 ans, 30 ans, et la question qui se pose quand on fait ce genre d'exercice, c'est de dire en 2050, quand si je regarde un peu ce qui a été fait, est-ce que c'est toujours d'actualité, est-ce que c'est toujours le moment. Le numérique. J'avais une formule il y a déjà quelques années. Déconnectez-vous au musée, parce que oui, quand je suis arrivé à Nantes, c'était l'injonction, vraiment. Qu'est-ce que vous allez faire comme numérique dans ce musée? Du numérique partout, évidemment, et tout. Et bien entendu, il y a des choses qui sont passées, du temps est passé par là, et l'idée quand même dans un musée, c'est qu'on est confronté à des objets réels, on est confronté à quelque chose qui a une valeur particulière et qui fait qu'on a cette relation très chargée d'émotions positives cette fois-ci vis-à-vis de l'objet. Donc oui, bien sûr, il y aura du numérique dans le prochain musée, mais un numérique raisonné, raisonnable, et surtout on fera beaucoup appel, parce qu'on a tendance aussi à se dire on va faire en numérique comme ça, on se pose pas de questions, c'est plus simple et tout. Alors qu'il y a d'autres dispositifs bien souvent qui permettent de parler de ce qu'on a envie de dire d'une manière plus simple et plus respectueuse. Ça aussi, c'est une chose qui est importante dans ce projet, c'est bien entendu l'exemplarité en matière d'environnement, et ça va très très loin dans le projet de musée, ça nous accapare pour beaucoup, et c'était d'ailleurs dans le choix des équipes d'archi, un des critères assez essentiels. Mais au-delà du numérique au sens mettre des écrans partout dans les expos, quel va être votre rapport aux médias et à l'information, puisque aujourd'hui, c'est ce que disait Valérie, il y a énormément, Virginie, il y a énormément, je fatigue là, c'est le TGV d'hier soir, il y a énormément de l'information scientifique, la culture scientifique passe, excuse-moi Virginie, passe par les médias, les réseaux sociaux, etc. Quel va être votre rapport aux médias et à l'éducation aux médias? Oui, alors le média, de toute façon, le musée, bien sûr, un média, mais c'est pas un musée, c'est un média froid. C'est-à-dire qu'on prend le temps de parler des choses. On n'est pas dans l'instantané, au contraire, on est là justement pour essayer d'apporter une valeur ajoutée à cette information. Et donc ça, ce sera véritablement traité, mais d'une manière toujours avec un décalage pour permettre de mieux parler de cette information. Alors l'information aux médias, oui, mais on va délivrer une information, il ne sera pas une information de chaude. Jamais un musée va. Alors après, on peut travailler sur des questions d'actualité, mais même quand on travaille sur des questions d'actualité, on est toujours à 3 mois, 4 mois de choses. On n'est jamais dans l'instantané. Et je pense qu'il faut faire attention. Il y a d'autres médias qui existent. Il y a plein d'autres médias qui existent. Pourquoi vouloir nous singer d'autres médias qui sont beaucoup plus efficaces en la matière? Je crois que ça, c'est une chose aussi qui est importante, qui pourrait même peut-être mettre en cause notre légitimité qui est reconnue. Parce que, évidemment, à vouloir travailler trop vite, voilà. Je crois que ça...
Ok. Et Hélène, même question par rapport aux médias. Vous avez Arte dans votre consortium à la Gaîté Lyrique. Donc, ce rapport aux médias, tu as parlé d'Instagram tout à l'heure, par exemple. C'est quelque chose que vous encouragez aussi à travers Make Sense, l'encapacitation des jeunes à s'emparer de ces modes de communication. Vous faites aussi à votre façon de l'éducation aux médias numériques? Alors nous, oui, les médias sociaux, on les utilise beaucoup via Make Sense, essentiellement Instagram en fait, puisque Facebook c'est pas pour les jeunes, et TikTok, on est. Vous êtes au courant. Les plus jeunes de chez nous sont trop vieux parce qu'ils ont déjà 22 ans, donc voilà. Donc on est plutôt sur Instagram, et nous, sur notre compte, en tout cas, on se veut avoir un rôle d'éducation, c'est-à-dire en fait c'est un peu le prolongement. On a un média qui s'appelle Chiche aussi, qui est le média du passage à l'action, et donc c'est simplifier ces messages-là aussi pour raconter et pour expliquer les enjeux, enfin toujours la même chose quoi en fait, mais du coup on utilise Instagram, et à la Gaîté Lyrique on a Arte, et donc en fait justement sur chaque problématique là par exemple sur l'agriculture, on pourrait très imaginer juste derrière faire un grand cycle avec Arte en reprenant une série ou un certain nombre de documentaires. Nous l'idée c'était, dans le comité le comité édito de la Gaîté Lyrique, c'est vraiment de donner de la matière à réfléchir et pas du prêt à penser. Donc l'idée c'est vraiment d'éclairer au maximum avec des points de vue différents. On a aussi testé des formats, qu'on continue de faire à la Gaîté Lyrique avec un média qui s'appelle Le Moment, qui est un média collaboratif. Et en fait c'est des espèces de... C'est entre le Tribunal des Générations Futures, je ne sais pas si vous connaissez, du théâtre forum, un peu un concert, c'est un truc un peu participatif, et ça s'appelle C'est le moment de s'écouter. Et l'idée, c'est de faire s'écouter des gens qui ne s'écoutent pas précisément, et d'avoir cette honnêteté d'écouter vraiment. En fait, quand on écoute quelqu'un qui ne pense pas comme nous, on a comme cette petite voix qui tout de suite nous dit « mais rien, n'importe quoi ». Voilà. Et donc, essayer d'être vraiment... Et donc, on en a fait un sur l'agriculture qui était hyper intéressant, qui était avec Benoît Biteau, qui est député européen pro-bio, et puis un influenceur grande culture qui, lui, qui vraiment fait son métier en fonction des marchés. Et il y a vraiment des espaces pour... C'est pas du tout du débat, c'est des espaces où chacun s'exprime, et puis ensuite chacun se fait son opinion. Et on en a un bientôt qui va être un peu chaud, qui est sur l'immigration. On aura donc Benoît Hamon et Rachida Dati, c'est avant qu'elle soit ministre, donc je ne sais pas si on va y aller, mais on s'est dit ok, est-ce qu'on va jusque là, et donc on a demandé à Benoît Hamon s'il était chaud. Elle n'était pas encore ministre à l'époque, mais voilà. Ouais, mais est-ce qu'on va continuer d'inviter? Bon, je sais pas, on verra ça demain, mais en tout cas on essaye de faire ça. Alors l'immigration, là on va sur le sujet le plus explosif, et l'idée c'est pas de donner non plus la fin. Ce qui est compliqué, c'est dans quelle mesure on donne la parole à des gens qui ne pensent pas comme nous et dont on est contre. On parlait des platistes, typiquement, ça n'arriverait pas. Et donc, sur l'agriculture, ça a bien fonctionné, c'était intéressant. Je pense qu'on n'a pas renversé la salle, c'est-à-dire que la salle venait avec les idées de Biteau bio, mais il y a quand même des gens qui sont venus de l'autre côté, donc peut-être qu'ils ont entendu des choses, et de part et d'autre, c'était quand même hyper intéressant. Donc on essaye de faire ça, c'est un peu cette espèce de fil. En tout cas, on donne à voir de la contradiction, mais avec quand même une ligne d'une époque qu'on voudrait voir advenir, quoi. Oui. Sur la difficulté du débat aujourd'hui en France, mais comme on a connu, je me souviens plus le nom de ce journaliste de France Télévisions qui avait sorti des gants de boxe au JT pour un débat entre Paul Amar, entre Le Pen et Bernard Tapie, et il s'était fait virer de la télé juste après. Peut-être qu'on peut ouvrir aussi des questions dans la salle, parce que là on discute, on échange, mais vous avez aussi vous des expériences et des témoignages peut-être à nous faire part ou à rebondir. Il nous reste une petite demi-heure, si j'ai bien récupéré notre demi-heure. C'est ça, je regarde Bastien. Ah, ok. Bon, alors 20 minutes. Moi, je veux bien poser une question. Oui, parce qu'effectivement, depuis 2-3 ans, on voit des scientifiques sortir de leurs réserves. Il y a le mouvement scientifique Rébellion, Jean Jouzel, je crois, le maxi de sa sortie ça a été « Oh, j'en ai marre » au MEDEF. Bon, où ça commence à bien faire, je sais plus. En fait, comment... Moi, j'ai pas vous avez finalement pas répondu, quoi. Quand le sponsor vient vous voir en disant « Ouais, t'as mis des militants, je t'aurais pas donné de sous », du coup, ça fait quoi? Enfin, ça dit quoi de ce qui va se passer après?
qui ne me redonnera pas un sou, mais on survivra. Mais non, c'est ça. Je suis d'accord, tous les CSTI ne sont pas dans la même Tout le monde n'est pas Universcience. Et qu'en tant qu'institution nationale, on a un rapport aux politiques plus libre, finalement, ils sont plus loin que... Alors, je ne vais pas répondre à votre question, mais c'est juste pour dire, parce qu'avec nos amis de Toulouse et de Bordeaux, on a produit une exposition qui s'appelle Esprit critique, détrompez-vous, parce que c'est aussi une manière de se réengager en politique, mais par un autre bout, en allant chercher par la science des biais cognitifs, les sciences comportementales, et c'est je pense, un des espaces dans lesquels on peut s'engager. Et donc, j'en profite pour faire un peu de pub. Comme vous le savez, on a proposé à tout le secteur de s'associer à nous pour un printemps de l'esprit critique, pour qu'on puisse, partout en France, programmer au même moment sur le même sujet, au cours d'une dizaine de jours, pour montrer aussi l'engagement des centres de sciences. Ça, c'est un engagement très politique aujourd'hui. C'est en 2024, le printemps de l'esprit critique. Du 21 mars au 3 avril. Exactement, et ceux qui veulent encore en être, on avait fait une petite publicité dans le bulletin de l'AMSTI, peuvent encore se joindre à nous, c'est très simple. Il suffit de nous envoyer un mail à Frédéric qui est là, que vous connaissez tous, et puis on vous inscrira, et puis on vous mettra sur la carte de France interactive, parce que le but du jeu, c'est de montrer que partout, on travaille sur le même sujet et que nous pouvons représenter aussi une force. C'est un combat politique de travailler pour le développement de l'esprit critique. Mais à partir de ce qu'on est, nous. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs d'ailleurs avec le Calais Savoir à Toulouse, mais aussi Universcience. J'en profite aussi, c'est le quart d'heure de pub. Et une médiathèque aussi à Millau. On va faire le tribunal de l'IA en duplex et donc faire le procès de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'information et des médias, puisque aujourd'hui on est confronté de plus en plus à cette désinformation, les fake news, etc. J'en passe et d'autres. Mais voilà, c'est aussi une des manières de exprimer des points de vue qui sont pas forcément ceux qui vont avec le Startup Nation et le monde joyeux de l'innovation. Des questions? Oui, Guy-Antoine Dufour, Centre Sciences Orléans. J'avais envie quand même de chahuter un petit peu la question, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on devrait rester neutre en tant que structure de CSTI? Ça a été relativement bien évoqué par rapport au respect d'une diversité dans nos publics, à des aspects sur la légitimité de fond de nos structures, même si on n'est pas des acteurs de la recherche, mais l'intrication avec ces acteurs-là fait que on fonde toute notre action et même nos réflexions sur la démarche scientifique, en essayant d'apporter des éléments ou factuels, ou en tout cas de nourrir les réflexions, y compris des publics qui sont les plus opposés et qui peuvent venir avant tout pour râler sur ce qu'on leur propose. Mais en même temps, puisqu'on doit s'adresser à chacun, il y a aussi le fait de laisser, et ça on le sent de plus en plus, des militants, des gens qui veulent apporter un discours, tout en ayant cette forme de neutralité où on les invite à ce que ce discours soit ouvert au plus grand nombre. Et en fait, je crois qu'il me semble en tout cas que la priorité qu'on a, c'est d'offrir un lieu d'engagement tout en restant le plus neutre possible pour que cet espace, chacun puisse se l'approprier. Alors, dans ce cas-là, en quoi vous êtes une structure de culture scientifique? Si ce n'est pas la science, les savoirs scientifiques, les savoirs qui font consensus dans la communauté scientifique, qui sont à la base, je dirais, qui légitiment le fonctionnement institutionnel. Ce que vous me dites ne me pose pas de problème en soi, mais simplement j'ai du mal à rattacher le fait effectivement d'inclure par exemple des platistes dans les débats, si c'est parce qu'ils ont un discours qui est représentatif d'une partie de la population générale, oui, mais dans ce cas-là, ce n'est plus un centre, pour moi, de culture scientifique, technique et industrielle. C'est tout. Ou alors, on assiste à une dilution finalement de quelque chose qui se veut le miroir de ce qui est exprimé dans la société, mais
il n'y a plus de fondement. Moi c'est ça, mon point, il est là. Il n'y a absolument pas de dimension morale. C'est simplement en termes d'ingénierie institutionnelle, comment vous pensez votre spécificité, votre différenciation par rapport à d'autres structures, par rapport à d'autres institutions qui participent de la dynamique science-société, que ce soit des ONG, que ce soit des associations ou que ce soit le milieu politique. J'aurais dû préciser quand même que d'engagement dans la médiation. Parce qu'effectivement, c'est tellement dans nos valeurs depuis près d'une trentaine d'années que ça nous semble à la fois impossible de rejeter les personnes qui sont opposées, au contraire, mais l'objectif n'est pas de les convaincre, mais parfois d'avoir simplement une écoute et de les amener à avoir cette même attitude par rapport aux personnes qui disent le contraire de leurs propos. Et en fait, offrir un lieu d'engagement, c'est effectivement offrir un lieu d'engagement pour la culture scientifique, pour la médiation. À mon avis, c'est même plus une question de légitimité. Nos structures sont là, ont été fondées sur ces raisons, et c'est ce qui nous anime tous les jours. Oui, alors, que l'écoute soit institutionnalisée, oui, mais que leur discours soit institutionnalisé, non. Et c'est là où il y a une complexité vraiment d'ingénierie en termes de médiation à mettre en place. C'est comment effectivement attirer ceux qui sont dans des logiques de pseudo-scientifiques ou pensée complotiste, comment parvenir à établir un lien sans que leur discours finalement soit légitime. Et là, il y a vraiment, je dirais, un défi en termes de design de médiation, et là, je n'ai pas la compétence pour y répondre. Oui, bonjour, Nathalie Mémoire, Muséum de Bordeaux. Au muséum que nous avons donc rénové, qui est réouvert en 2019, on a essayé de répondre à une partie de cette question en essayant de montrer sur un sujet particulier, qui était la classification phylogénétique du vivant, comment le discours scientifique s'était construit au cours du temps. Donc en parlant de la manière dont on classait le vivant dans l'Antiquité, et puis avec quelques fenêtres, avec Aristote, avec Linné, avec Lamarck, avec Darwin, avec la théorie synthétique de l'évolution, et aujourd'hui. Et donc l'idée, parce qu'on avait à Bordeaux, au moment où on a commencé le projet, un certain nombre de catholiques intégristes, créationnistes, militants, qui fréquentaient le muséum de façon assez offensive au moment de conférence. Et donc on s'est dit, il faut vraiment qu'on traite le sujet. Et donc on a essayé de montrer que la science, ce n'est pas une vérité qui tombe du ciel, que ce n'est pas une vérité révélée, qu'elle se construit au cours du temps, et que donc ça n'est pas comparable, que ça n'est pas un dogme. Et j'essaye de dire vraiment aux médiateurs scientifiques qui sont en salle que s'ils se trouvent confrontés à un discours créationniste, eh bien, ils l'écoutent. C'est une croyance, c'est la conviction de la personne, mais ça n'est pas le consensus scientifique d'aujourd'hui, et de bien dire non, c'est pas il y a une croyance et il y en a une autre. Non, il y a une construction historique de la connaissance scientifique, et puis d'autre part il y a une croyance, c'est autre chose. On n'a pas à convaincre, on a simplement à exposer. Voilà la formule qu'on a essayé de mettre en œuvre, et qui, je crois, fonctionne à peu près autant que l'on puisse en avoir les retours. Merci. Céline Liré, au Sanopolis à Brest. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit par rapport à la place aujourd'hui des médiateurs, par rapport à la science, en fait, aux chercheurs. Je trouve ça assez intéressant. Il y a une vraie évolution, en fait. Il y a une forme de duo qui est en train de se mettre en place, de s'organiser, parce que je pense qu'il y a un changement de la position aussi des chercheurs dans la société, avec un souhait de s'engager finalement aussi, de perdre un peu cette neutralité qu'on leur a donnée depuis le début. Finalement,
on voit bien qu'il y a des grosses réflexions par rapport à ça, hein, même dans les comités éthiques, hein, des organismes de recherche. Hein. Finalement, est-ce que le chercheur peut s'engager hein, par rapport à son activité en tant que scientifique hein. Et je trouve je pense que le chercheur trouve une caisse de résonance aussi dans les CSTI, finalement, pour pouvoir aller un peu plus loin et pour pouvoir porter une parole avec laquelle il ne se sent pas forcément à l'aise dans son laboratoire, dans son équipe, voilà, parce qu'il n'y a pas forcément encore de consensus hein, et il n'y a pas eu de réflexion par rapport à ça. Aujourd'hui, moi, une des questions, c'est quelle est la limite en fait entre l'engagement et le militantisme ? Est-ce que le pas suivant, c'est le militantisme et comment le mettre en place, comment l'organiser ? On voit bien qu'aujourd'hui, les ONG, Philippe parlait tout à l'heure de certaines ONG qui contribuent au muséum. Or, Bretagne Vivante, LPO, FNE, c'est extrêmement militant. Et on s'appuie malgré tout sur ces structures. Et puis on voit arriver aussi la question des savoirs, hein, les savoirs traditionnels, on en a parlé, les savoirs autochtones, qui finalement parfois sont très militants, très engagés, s'appuient sur des positionnements assez forts. Et ce n'est pas qu'à l'échelle nationale, puisqu'on voit même dans les conventions internationales, hein, au niveau politique aujourd'hui, on est en train de faire rentrer les savoirs autochtones. Comment on les mesure, quelle place on leur donne par rapport à la production, à la donnée scientifique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc c'est beaucoup de questions aussi par rapport à ça. Ça creuse les droits culturels aussi. Alors là, j'ai absolument pas de réponse parce qu'effectivement, la question des droits culturels, c'est là aussi un serpent de mer assez terrible. Moi, ce que je ressens en tant que chercheur, c'est qu'à partir du moment où j'ai un positionnement qui est un choix de société, c'est-à-dire qu'on peut être d'accord ou pas d'accord sans que ce positionnement puisse être réfutable, je m'exprime en tant que citoyen et non pas en tant que chercheur CNRS. Parce que je considère que mon expertise n'a pas à jouer d'argument d'autorité sur un choix qui est un choix de citoyen. Donc j'essaye et c'est pas toujours évident. Mais là où nous on a effectivement, je pense, une lacune et qui est en train vraiment de s'affirmer avec les mutations du numérique, c'est qu'on ne sait pas comment médier nos recherches. Bon, moi, je travaille sur des objets un peu violents, les OGM. Bon. Moi, j'essaye vraiment de m'intéresser aux imaginaires. C'est-à-dire, je ne m'intéresse pas à l'évaluation des risques, je ne m'intéresse pas concrètement aux dommages, aux non-dommages. Ce qui m'intéresse, c'est les faits, les représentations culturelles, les représentations politiques des OGM, si ça polarise ou si ça ne polarise pas. Et ben, c'est extrêmement difficile de diffuser simplement des éléments, des représentations sociales liées à ces objets sans vouloir être partie prenante. Et moi, j'aimerais bien être accompagnée sur tout ce qui relève du vivant, la gouvernance du vivant, les problèmes de polarisation politique, le traitement politique de l'incertitude scientifique. Comment est-ce qu'on communique là-dessus ? J'ai fait un travail où j'ai essayé de montrer que, paradoxalement, le fait qu'on avait des instruments de mesure de plus en plus précis, ça augmentait le risque de controverse, parce qu'on a une sensibilité sociale beaucoup plus forte, en fait, à ce qui peut être potentiellement perturbant. Comment je communique là-dessus sans que mon travail soit considéré comme étant quelque chose qui va affaiblir un principe de précaution, ou soit au contraire qui va inciter à prendre plus en considération toutes les traces qui nous entourent. Donc moi j'ai un vrai problème en tant que scientifique de la vie sociale et politique, à savoir comment je communique, j'explique ce qui fait société en matière de choix scientifiques et technologiques sans rentrer dans des positionnements militants. Et en fait, c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur. On peut ajouter aussi qu'effectivement, nous, on travaille à ça au quotidien sur cet enjeu des représentations. Là aussi, esprit critique et mise en perspective de ces représentations. Juste pour dire un exemple, on travaille sur l'intelligence artificielle puisqu'on sort une grande expo là dans 2 semaines. Et quand on tape sur Google intelligence artificielle, par exemple, la colorimétrie des images qui sortent, c'est bleu systématiquement. Donc du coup, on a fait une affiche rose. C'est bleu systématiquement. Et il y a des chercheurs qui travaillent aussi sur cet enjeu des représentations puisque ça nous met dans la
la tête une certaine attitude déjà vis-à-vis de cette technologie. On aurait utilisé un code couleur avec du vert par exemple, on aurait une autre peut-être attitude. Alors je dis pas que ça résout tout, mais on a aussi une autre attitude à travers ces représentations. Et c'est pareil si on représente l'intelligence artificielle avec des robots, avec des êtres du futur, voilà, des années 60, ou si au contraire on représente des scènes de la vie quotidienne. Ça change en fait complètement notre rapport à la technologie. Et c'est ça notre métier justement, ça tombe bien. C'est ça notre spécialité, acteur de médiation culturelle et scientifique. Philippe, je crois que tu voulais intervenir aussi. Alors, je voulais intervenir simplement pour ne pas répondre à ta question, parce que c'est extrêmement compliqué. Mais je voudrais surtout aussi rebondir sur une question que notre Marc-Antoine, non pas Marc-Antoine, Guy-Antoine, excuse-moi, on se connaît pourtant bien, a posé. Je pense que ce qui est important, c'est de bien définir ce qu'est un musée aussi. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi un musée, hein. C'est quand même une définition. D'ailleurs, il y a eu des débats très très sérieux il y a encore peu de temps au sein du Conseil international des musées, l'ICOM, hein, pour définir réellement ce qu'est un musée, et notamment par rapport aux questions des communautés. Hein. Ça a été une très très grosse discussion. Donc ça veut dire que le musée en lui-même, bien sûr, n'est pas étranger à ce qui se passe dans la société, mais je pense qu'il faut vraiment avoir en tête ce qu'est réellement un musée. On n'est pas non plus un lieu attrape-tout, où on va débattre de tout, n'importe comment. Et ça, c'est à la fois encore notre sérieux qui est là, notre le caractère légitime, oui, voilà, pardon, légitime du musée. Juste un point qu'on n'a pas dit et que je trouve très amusant de le dire, c'est peut-être un peu pour moi la dernière chose, c'est que le Covid a été extrêmement positif, et notamment pour nos élus. Ça a été extrêmement positif pour nos élus, parce que pendant des années, on pouvait parler de culture scientifique. Enfin, moi, j'en parlais, on me disait ouais, art science. Ah voilà, ça c'était la tarte art science. On disait bah oui, parce que comme on a affaire bien souvent avec nos politiques, ou en tout cas dans la direction générale de culture, à des gens qui ont plus l'habitude d'une formation littéraire, une formation artistique. Donc pour eux, c'est la seule façon d'appréhender un peu la science. Sauf que quand même, le Covid est passé par là. Il y a eu tellement de débats, de choses dites et tout, que là, il y a eu une prise de conscience qui a été vraiment très très importante. Et nous, on l'a vraiment très bien reçu. Je ne sais pas comment c'était ressenti par les autres, mais on peut dire que là, il y a eu véritablement un basculement qui s'est fait avant et après Covid, en tout cas dans la perception de ce qu'on a à dire, de ce qu'on pouvait dire. Et peut-être que ça rejoint aussi cette question de jusqu'où on peut aller, d'aller plus loin encore et d'être accepté davantage dans cet engagement. Est-ce que Fukushima, c'était pareil ? Non, pas du tout. Non, absolument. Non, ben non, puis Fukushima, c'est loin, Fukushima. Non, mais oui. Oui, j'entends, mais... Ah bah oui, parce que là, ça touchait quand même directement les gens, hein. Ouais, la santé, bien sûr. J'ai déjà beaucoup parlé, c'est plus une question que je vais poser. Moi, je vois une différence entre mes jeunes collaborateurs et mes collaborateurs les moins jeunes. Est-ce que vous vivez la même chose dans vos établissements? Ce sont les jeunes générations qui poussent vers plus d'engagement que ce vers quoi on est spontanément porté. Est-ce que je suis... c'est une question de boomer. Question de génération. Je pense que les jeunes aujourd'hui qu'on recrute, parce qu'ils veulent donner du sens à leur vie professionnelle, comme vous le disiez, ils viennent chez nous et ils sont plus engagés que la moyenne de leurs aînés. Voilà ce que je veux dire. Et que donc ils poussent. Moi, je me sens poussé par les jeunes. C'est très bien d'être poussé. Oui, c'est très bien d'être poussé. Ou tiré, comme vous voulez. Juste peut-être pour réagir par rapport à aux données de nos sondages, justement, sur la politisation de cette jeunesse. Effectivement, ça a été assez impressionnant. En fait, la politisation des jeunes, elle passe plus du tout par les partis politiques, qui sont plus du tout vraiment des structures qui vont socialiser les jeunes au militantisme politique. Par contre, tout ce qui est lié à l'environnement, l'écologie, c'est l'unique thème, je dirais, qui va politiser et polariser les jeunes dans un sens ou dans l'autre. Et ça ressort vraiment dans tous nos sondages d'opinion. Donc il y a vraiment une focalisation très forte sur ces enjeux-là. Et effectivement, vos structures
à travers les expositions autour du vivant, l'écologie, l'environnement, vous touchez, vous êtes finalement aussi des ferments de politisation. Donc c'est assez intéressant aussi en termes de défis institutionnels, parce que vous devez de toute façon gérer ces questions de politisation. Juste Hélène, avant de partir, est-ce que Make Sense le sent aussi qu'il y a plus de jeunes qui sont militants aujourd'hui? C'est à 10 ans, Make Sense, c'est ça à peu près? En fait, c'est les formes qui ont changé. C'est-à-dire qu'avant, on se reconnaissait vraiment dans les mouvements associatifs classiques, dans la politique. Les jeunes, en fait, désertent complètement ces deux sphères-là aujourd'hui et donc réinventent des modes de mobilisation qui sont différents. Et on voit émerger beaucoup l'activisme. Ça existait avant, mais ça existe sous une autre forme parce que maintenant, elle est aussi poussée et mise en écho par les réseaux sociaux. Donc en fait, oui, on me voit. Et puis là, ils commencent à avoir en fait, les jeunes commencent à en avoir un peu marre, quoi. C'est-à-dire que maintenant, ils sont là. Bon, si vous n'avez pas compris, on va y aller autrement, quoi. Donc on va pas aller bosser chez vous parce que voilà, les conditions de travail, les propos que vous portez, en fait, ça ne correspond pas à nos valeurs. Et puis on va aussi foutre le bordel parce que ça suffit, quoi. Enfin donc ou alors on bifurque. Enfin voilà. Mais voilà, mais tu vois, c'est un mouvement qui existait peu. Il y a quelques temps, quoi. Ou XR, enfin voilà, parce que c'est aussi d'autres, Extinction Rebellion, c'est aussi d'autres formes d'engagement qui ont changé, mais en fait, oui, les jeunes sont de plus en plus engagés.